Faut-il acheter l'action ASML Holding? Ce nom ne te dit peut-être rien et pourtant cette entreprise joue un rôle crucial dans nos vies. Elle est en partie responsable du succès fulgurant d'Apple ou d'encore Nvidia. En plus, elle est éligible au PEA. Donc dans cette vidéo, on regardera ensemble les fondamentaux de cette entreprise pour savoir si elle mérite une place dans ton portefeuille. Et bien entendu, je te donnerai un prix d'achat idéal pour maximiser tes rendements. Moi, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. C'est parti. On ne va pas se pencher directement dans les chiffres, on va déjà comprendre ce que réalise cette société. Pour faire simple, ASML, c'est une entreprise néerlandaise qui est spécialisée dans la fabrication d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs. Donc elle développe, mais aussi elle fabrique des machines de lithographie qui serviront à créer des circuits intégrés. Donc par exemple, quand vous avez un Apple qui souhaite fabriquer ses nouvelles puces A18 qui propulsent les derniers iPhones, ou lorsqu'NVIDIA souhaite confectionner ses prochaines cartes graphiques RTX, elles vont devoir passer par ce qu'on appelle une fonderie. Et les trois plus connus sont Taiwan Semiconductor, Samsung et Intel. Et ces fonderies achètent tout, écoute bien, tout leur matériel auprès d'ASML. Pourquoi elles ne se fournissent pas chez les concurrents? Eh bien la raison, elle est simple. ASML est le seul fabricant au monde capable de produire des machines nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées. Pour donner un ordre d'idée, le grand public va bientôt avoir accès à des microprocesseurs gravés en 2 nanomètres, tandis que les concurrents d'ASML atteignent difficilement les 7 nanomètres. Cette différence, elle peut te sembler dérisoire, mais crois-moi, c'est énorme dans ce domaine. Maintenant que tu as réalisé à quel point ASML est dans une situation de monopole, on va regarder ses fondamentaux. Spoiler alert, généralement, les entreprises sans concurrence se portent plutôt bien. Et on commence avec le volet de l'endettement. La pire chose qui puisse t'arriver en tant qu'investisseur, c'est de perdre l'intégralité de ton argent. En d'autres termes, que l'entreprise dans laquelle tu as investi fasse faillite. Généralement, pour qu'une entreprise fasse faillite, il faut qu'elle ne soit plus en mesure de rembourser ses créanciers. On va donc vouloir investir dans des sociétés qui n'ont pas de dette ou qui en ont une mais maîtrisée. Pour ça, moi je regarde 2 indicateurs qui sont la dette long terme mais aussi la dette nette et je vais vouloir que l'entreprise puisse être en mesure de rembourser ces 2 dettes en moins de 5 années de free cash flow moyen. Donc je prends le free cash flow au cours des 5 dernières années et je le multiplie par 5. Ici, ça nous donne 26 milliards 45. Je veux donc que la dette long terme et que la dette nette soient inférieures à cette valeur. En descendant tout en bas dans le bilan comptable, on s'aperçoit que la dette long terme est d'environ 9 milliards 6, ce qui veut dire que l'entreprise est en mesure de rembourser sa dette en un peu moins de 2 années de free cash flow, ce qui est excellent. La dette nette se calcule quant à elle en réalisant la différence entre la valeur d'entreprise et la capitalisation boursière. Pour rappel, la capitalisation boursière représente l'argent qu'il faudrait à un investisseur pour devenir l'unique propriétaire de l'entreprise, tandis que la valeur d'entreprise correspond à l'argent qu'il faudrait à un investisseur pour être propriétaire à 100% de la société et se débarrasser de toute la dette. On a ici une dette nette de 20,63 milliards de dollars. On est toujours inférieur aux 26 milliards 45. Donc l'endettement est bien géré pour cette entreprise. C'est plutôt pas mal. On a trouvé une entreprise qui, a priori, ne devrait pas faire faillite. Maintenant, il va falloir qu'on s'attaque au volet de la croissance. Le meilleur moyen pour gagner de l'argent à long terme, c'est de s'assurer que l'entreprise sera en mesure d'augmenter son chiffre d'affaires, son résultat net et aussi son free cash flow tous les ans. Et donc, on va vouloir que cette croissance soit supérieure à l'inflation, donc au minimum 2% annualisé. On ne va pas regarder cette croissance d'une année à l'autre car ce n'est pas très représentatif de l'évolution de l'entreprise. Il peut y avoir des années fastes et des années un peu plus compliquées, donc c'est pour cette raison que je regarde sur une période de minimum 5 ans. Le chiffre d'affaires qui représente la somme d'argent des biens et des services vendus au cours d'une période est passé de 11 milliards 82 à 27 milliards 56. Il a donc un peu plus que doublé en 5 années, c'est excellent. Le résultat net qui représente l'argent qu'il reste à l'entreprise après avoir payé toutes ses charges ainsi que les impôts a lui plus que triplé, donc c'est excellent. Le résultat net a progressé plus rapidement que le chiffre d'affaires, ce qui veut dire que les marges de l'entreprise se sont améliorées. Mais attention, le résultat net, c'est un indicateur qui est très facilement et souvent manipulé par les experts comptables. C'est pour cette raison que je me fie à un autre indicateur qui est le free cash flow, qui correspond en fait au flux de trésorerie. Donc en gros, c'est l'argent entrant moins l'argent sortant. Et pour le coup, il n'a progressé que de 32%. Ce qui est déjà bien en 5 ans, mais nous sommes inférieurs à la croissance du chiffre d'affaires. Après, ça s'explique par le fait que l'entreprise a augmenté au cours des 2 dernières années ses dépenses en capital. Et en plus, il y a eu une forte variation négative du fonds de roulement, ce qui n'est pas un élément récurrent. Donc le free cash flow est plus bas qu'il ne l'est réellement. Il n'y a donc aucun problème au niveau de la croissance. À présent, nous allons vérifier les différents indicateurs de rentabilité. Vendre des produits, c'est bien. Se faire une grosse marge, c'est mieux.
Comme tu peux le voir, une jolie marge brute de 50% et des marges nettes aux alentours des 28%, ce qui est très bien. Pour rappel, j'aime investir dans les entreprises qui ont une marge nette supérieure à 10%, car si les marges venaient à s'éroder, eh bien ça laisse une marge de manœuvre relativement non négligeable. Je regarde également 3 autres indicateurs qui sont le ROA, le ROE et le ROIC, et je souhaite que l'entreprise ait ces indicateurs supérieurs à 12%. Le site que j'utilise n'arrive jamais à calculer le ROA des entreprises européennes par manque de données. En revanche, un ROE stratosphérique de 58%, donc ça correspond à la rentabilité des capitaux propres, et le ROIC qui est la métrique que je regarde le plus puisqu'elle prend en compte à la fois les capitaux propres ainsi que l'argent issu de la dette. On est ici à 23% au cours des 5 dernières années et 30% cette année, ce qui veut dire que pour chaque euro investi, l'entreprise en récupère 30 centimes, ce qui est excellent. Et pour finir, on va regarder une métrique indispensable et pourtant peu d'investisseurs la regardent. Il s'agit du nombre d'actions en circulation qui t'indique si l'entreprise dilue ou non l'actionnaire. Pour faire simple, moins il y a d'actions en circulation, plus ta part dans l'entreprise augmente, ce qui veut dire que tu as une part plus importante du gâteau à récupérer et donc que ton bénéfice par action augmente. On veut donc que cette métrique soit stable ou le mieux en diminution. ASML est passé de 421 millions d'actions à 394 millions, ce qui représente une diminution de 7% en 5 années. Comme tu le sais, je ne suis pas un très grand fan des dividendes parce que ce n'est pas la meilleure façon de récompenser l'actionnaire. ASML verse un dividende, mais le fait que l'entreprise soit éligible au PEA, eh bien les dividendes que tu perçois ne sont pas taxés tant qu'ils restent au sein de cette enveloppe fiscale. Donc pour le coup, ça reste OK. Il était de 5,96 € en 2023 et en augmentation. On peut quand même souligner le fait qu'il est baissé en 2020 probablement à cause du Covid. Idem en 2023, mais pour le coup, je suis incapable de vous donner la raison. Verser un dividende, eh bien c'est bien, mais il faut s'assurer qu'il soit pérenne. C'est-à-dire que l'entreprise soit en mesure de le conserver dans le futur et encore mieux, de l'augmenter. Pour ça, eh bien, on va calculer le payout ratio en divisant le dividende payé par le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. On est à 44%. Personnellement, j'aime investir dans les entreprises qui ont un payout ratio d'au maximum 50%. On peut donc conclure que le dividende d'ASML est pérenne. Pour résumer, ASML coche toutes les métriques que je regarde, c'est donc une entreprise de très bonne qualité. En revanche, comme tu le sais, même la meilleure entreprise au monde, on ne peut pas l'acheter à n'importe quel prix. Si tu la surpayes, tu ne pourras jamais obtenir de bon rendement. Et quand on voit un PER-PCF autour des 55, on pourrait penser qu'elle est actuellement surévaluée. On va donc utiliser un outil qui va nous permettre de trouver un prix d'achat idéal. Mais juste avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper les prochaines vidéos. On va réaliser ici des estimations au cours des 10 prochaines années avec une croissance annualisée du chiffre d'affaires de 8 à 16%. Je suis peut-être ici trop conservateur, mais je me dis qu'il y a eu un beau boom des semi-conducteurs au cours des 3 dernières années et qu'en plus la probabilité qu'une récession arrive est non négligeable, ce qui aurait pour effet de limiter les dépenses des consommateurs et donc les bénéfices des entreprises, ce qui impliquerait que des entreprises comme TSMC ou Intel aient moins de commandes et donc auraient besoin d'acheter moins de matériel à ASML. Au niveau des marges, on voit que les marges nettes et les marges au free cash flow sont relativement proches et stables au cours des 10 dernières années. Elles sont même en légère augmentation. On va donc les mettre entre 26 et 31%. En ce qui concerne le PER et le PCF, il faut savoir que la moyenne du S&P 500 est d'environ 16 à 17, ce qui veut dire que les bonnes entreprises méritent un PER-PCF supérieur à 17 et les moins bonnes un PER-PCF inférieur à cette valeur. Et pour accorder ce premium, eh bien, je regarde la croissance du chiffre d'affaires pour savoir si elle reste soutenue ainsi que le ROIC qui m'indique un potentiel avantage concurrentiel. Ici, des croissances entre 8 et 16%, c'est plutôt bien, et un ROIC d'au minimum 16% qui augmente avec le temps, c'est excellent. Donc ASML a cet avantage concurrentiel. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, elle n'a aucun concurrent, donc elle mérite clairement ce premium. C'est pourquoi je lui accorde entre 24 et 28. Honnêtement, je suis probablement ultra conservateur car typiquement c'est le genre d'entreprise qui pourrait mériter un PER-PCF dans 10 ans supérieur à 30. Et pour l'instant, j'indique uniquement 9% de rendement qui correspond à la valeur intrinsèque. Contre toute attente, l'action semble correctement valorisée si tu penses que les estimations moyennes ou hautes se réalisent. En revanche, si des estimations basses prennent le pas, il faudrait attendre que l'action chute à 575 €. Si j'applique maintenant mes marges de sécurité de 12, 13,5 et 15%, dans ce cas, seulement les estimations hautes justifieraient son prix. En revanche, tu pourrais quand même réaliser 11% de rendement pour les estimations moyennes. Et voilà, tu sais l'essentiel d'ASML. N'hésite pas à m'indiquer dans les commentaires ce que tu penses de mes estimations et quelles auraient été les tiennes. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'ai fait une vidéo d'un fleuron des cosmétiques français, L'Oréal. Dans tous les cas, eh bien nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!